Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Amour de l'Art, enregistré en public le 12 mars 2026 au 104 Paris, en partenariat avec Les Inrecuptibles. Cet épisode inaugure une nouvelle saison du podcast qui s'ouvre désormais à des artistes de toutes disciplines, tous et toutes passionnés d'art contemporain. Chez Perrotin, nous avons imaginé ce podcast en 2021 afin de partager le travail de nos artistes avec le plus grand nombre à travers un prisme singulier, inviter des artistes à parler d'autres artistes. Le titre L'Amour de l'Art rend hommage à Pierre Bourdieu qui écrivait dans l'ouvrage éponyme « La culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous ». Désormais, ce sont des acteurs de l'ensemble des industries créatives que nous invitons à ce micro pour évoquer des artistes visuels qu'ils aiment et avec lesquels ils entretiennent une forme de dialogue créatif. Nous avons le privilège de commencer cette série avec l'auteur, compositeur, interprète Miosek pour une conversation autour de Sophie Calle, son amie de longue date, mais aussi une artiste avec laquelle il partage des projets, des affinités créatives et certains territoires personnels. Dans cet épisode enregistré en public, Miosek évoque l'œuvre de Sophie Calle et les liens singuliers qu'il entretient avec son travail. Bonne écoute. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous ce soir pour ce podcast live, L'Amour de l'Art, en partenariat avec Les Inroc, avec comme invité Miosek pour cette nouvelle série. Bonsoir. Que nous co-animons avec Carole Boinet, directrice de la rédaction des Inrecuptibles. Bonsoir. Et je suis Vanessa Claire-Esterne de la galerie Perrotin. Merci d'être parmi nous. Écoutez, on est ravis de faire cet enregistrement ce soir dans ce cadre fabuleux du 104. Nous, ce podcast L'Amour de l'Art, on l'a initié en 2021 à la Galerie Perrotin et notre idée, c'était d'inviter des artistes à parler d'autres artistes, toutes disciplines confondues, musiciens, cinéastes, chanteurs. Et c'est vrai qu'on en est à plus d'une vingtaine d'invités, de discussions, et on a décidé d'ouvrir finalement et de retourner un peu l'invitation à des musiciens, des cinéastes, d'autres artistes, d'autres disciplines à parler d'artistes. Et ce soir, on parlera entre autres de l'artiste Sophie Calle, que nous avons le plaisir de représenter à la Galerie Perrotin. Et donc on commence cette nouvelle série avec Miosek ce soir avec nous. Bonsoir. Donc Miosek, pour celles et ceux qui ne le situent pas, mais je pense que tout le monde le situe, est auteur, compositeur et interprète. Il est né en 1964 à Brest. En 1995, il sort l'album Boire. Et petite parenthèse, il y a une histoire qui est quand même très forte entre les Inrecuptibles et Christophe Miosek, puisque Christophe, en 1994, si je ne me trompe pas, envoie une cassette des démos de Boire au rédacteur en chef musique des Inroc de l'époque, Jean-Daniel Beauvalet. Et Jean-Daniel, immédiatement, est happé par les démos qu'il reçoit, par l'écriture extrêmement frontale, très forte, ciselée, tendue de Miosek, et va en parler dans Les Inrecuptibles. Donc, tout ça pour dire que l'histoire des Inrecuptibles avec Miosek remonte désormais à 1994. Et nous sommes très heureux de nous être retrouvés hier, puisque Miosek a participé à une création originale baptisée French Pop, qui avait lieu hier au 104 dans le cadre des Inroc Festival, et qui réunissait la fine fleur de la pop française. Je vais tous les citer: Philippe Catherine, Juliette Armanet, Malik Djoudi, Dominica, Calypso Valois, Barbara Carlotti. Et donc Miosek, ce fut une soirée vraiment formidable. Pour revenir à ta biographie, Christophe, je dirais que tes chansons se distinguent, comme j'ai dit, par une écriture très directe, mais qui déploie aussi une poésie propre. C'est une manière très personnelle d'aborder les fragilités humaines, les relations amoureuses, les désillusions. Tu as construit au fil de ton œuvre une forme d'importance assez fragile et à la fois très universelle, très puissante. Au fil de tes albums, ton écriture s'est progressivement épurée tout en conservant une lucidité, une intensité qui caractérise tout ton travail. Tu as collaboré avec de nombreux musiciens et producteurs, parmi lesquels Yann Tiersienne ou Renaud Le Temps. Sur ton dernier album, Simplifié, qui est paru en 2023, tu prolonges une évolution vers une écriture plus tendue, attentive aux mots et à leur résonance. Parallèlement à tes disques, tu continues de défendre des chansons sur scène dans des formats de concert qui privilégient souvent la proximité avec le public. Merci. Peut-être en préambule, vu mon histoire avec les Inrecuptibles, j'ai accepté l'invitation de parler aujourd'hui parce que je me sens absolument pas légitime pour parler de Sophie Calle. En fait, pour moi, c'est presque suicidaire. Enfin, ça va être un supplice, mais c'est pas grave.
Mais c'est un supplice qu'on va partager ensemble. Voilà. De toute façon, personne n'est légitime à parler de Sophie Calle. Mais c'est plus facile de chanter hier soir devant 2000 personnes que d'être là devant vous et de devoir parler de Sophie Calle en sachant qu'elle va écouter, ça va être terrible. Alors, commençons du coup, non pas par Sophie Calle, mais commençons plus doucement par ton enfance à Brest. Est-ce que tu peux nous raconter cette enfance et ton rapport à l'art dans cette enfance ? Est-ce qu'il existe ? Oui, tout de suite, bizarrement, parce qu'en fait, mon père était caporal-chef dans les sapeurs-pompiers, caporal-chef professionnel, plongeur sous-marin dans les pompiers de Brest. Ma mère était pupille de la Nation. Mon grand-père est mort en Méditerranée pendant la guerre. Et du coup, je viens d'un milieu vraiment ouvrier, mais d'une aristocratie ouvrière, parce que Brest, c'est l'Arsenal. Et ça veut dire que chaque été, avec mes parents nous emmenaient, on a fait tout le tour de l'Europe en voiture et en caravane, ce qui ne se faisait pas vraiment à l'époque, de la fin des années 60, toutes les années 70, et on faisait toute l'Europe pendant un mois, et on faisait tous les musées, en fait. Donc il y avait un rapport à la culture qui était vraiment très fort. Donc que ça soit l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Espagne, l'Autriche, Vienne, l'Allemagne. On a vraiment tout sillonné toute l'Europe pendant chaque été, ce qui était assez dingo. Ce qui ressemblait un peu à une tournée de musiciens, en fait. Ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu, je reproduis ce que j'ai connu gamin. Et puis mon père filmait tout en super 8. Et il montait lui-même ses films et tout ça. Et puis il est devenu le 100e donateur de la Cinémathèque de Bretagne. Parce qu'en fait, il a filmé des choses qui étaient intéressantes au niveau cinéma, puis même ethnologique, anthropologique, etc. Et donc voilà. Donc il y a un rapport à la culture qui était très fort, mais comme on pouvait l'avoir dans les familles ouvrières des années 60-70. Je crois que c'est un truc qui s'est perdu un peu, ce rapport à la culture. Et qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce rapport à la culture ? Pourquoi tu... Parce que dans mon quartier, ce n'était pas comme ça, en fait. Parce qu'on habitait dans les maisons Castor. Les maisons Castor, c'est les maisons qui sont complètement identiques. Et j'ai toujours l'impression d'être un peu mythomane quand je raconte ça, mais on habitait devant les baraquements de l'après-guerre à Brest. Donc c'était les baraquements provisoires, parce que la ville était rasée à 90%. Et du coup, c'était les baraques canadiennes en bois, en goudron. Et par contre, les rues n'étaient pas goudronnées, on était dans la boue. Mais c'était très joyeux. Mais c'est un environnement qui tire plutôt... Ouais, ça ressemble un peu à la ruée vers l'or de Charlie Chaplin. Donc du coup, j'ai vraiment l'air d'être mythomane, Et donc, c'était ça. Donc tu vas dans des musées avec tes parents. Est-ce que tu as le souvenir de voir une œuvre qui te marque dans l'enfance ou dans l'adolescence, qui te parle ? Pas une œuvre, mais les musées, dans l'ensemble, celui de Glasgow, je ne sais pas pourquoi, m'avait vraiment marqué, mais c'était vraiment toute l'Europe. C'était dévorer de la culture, puis les promenades dans les musées ne se faisaient pas au pas de charge. On prenait vraiment notre temps. Plus j'y repense, plus je trouve ça bizarre. Qu'est-ce qu'il y avait de bizarre ? Ce rapport-là, qui était vraiment... mon père... mes parents lisaient, et puis voilà. Mais on n'était pas... Je redis le mot plus exact, c'est un peu l'aristocratie ouvrière, c'est-à-dire qu'on était ouvriers, mais on n'était pas triste. Et puis on n'avait pas envie de devenir bourgeois non plus. Voilà. Puis je viens d'une famille, comme je suis brestois. Mon oncle a rejoint De Gaulle à Londres, etc. Il était ouvrier à l'Arsenal, puis il a fini colonel dans l'armée française. Et chez moi, dans le décor, en fait, il y avait des défenses d'éléphants, il y avait des vases d'Indochine. Quand on est brestois, on est vraiment tourné vers l'horizon. On n'est pas vraiment du tout tourné vers Paris. Et toute la famille était dans le monde entier aussi. Donc, il y a quelque chose de très cosmopolite là-dedans. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu choisis à un moment le médium musique pour t'exprimer ? Tu as 30 ans, je crois, quand Boire sort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est drôle parce que j'ai lu que Sophie Calle se sentait pas assez photographe et pas assez écrivaine, en fait, pour commencer ce qu'elle a fait. Et puis c'est vrai que Sophie Calle, pendant sa vingtaine, elle était très politisée, elle a beaucoup voyagé. Et moi je me suis mis à la chanson, c'est un peu pareil, j'ai travaillé chez Gallimard, j'ai travaillé à TF1, mais j'ai enlevé de l'amiante aussi à fond de cale des bateaux de guerre à Brest, j'étais peintre en bâtiment, j'étais libraire,
j'étais journaliste à La Réunion, enfin j'en passe. Du coup, c'est une vie mouvementée qui fait qu'on se rend compte qu'on a un problème avec l'autorité. Et je voyais les 30 ans arriver, je me suis dit que la quarantaine, ça allait être une catastrophe. Parce qu'en fait, il y avait une incapacité devant l'autorité. Je me sentais pas assez écrivain pour vraiment me lancer dans l'écriture d'un roman. Puis il y a le roman d'Éric Chevillard, on a le même âge en fait, Mourir mon rhume, qui a été publié aux éditions de Minuit, et il avait 21 ans, le même âge que moi, pendant que j'écrivais. Et ça m'a complètement fusillé, parce que je le trouvais extrêmement virtuose. Et enfin, je continue à le trouver virtuose. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'Éric Chevillard, pour moi, est vraiment... comment dire ça? C'est de l'écriture comme Victor Hugo, quoi. Ça coule, il n'y a aucun effort. Enfin, ça se déverse. Et puis, je voulais être photographe aussi. Donc, je faisais de la photographie, puis je travaillais à Ouest France. J'étais auxiliaire de rédaction. Enfin, c'est la même chose que journaliste, sauf qu'on est payé 2 fois moins, mais je travaillais autant. Et je faisais mes études en même temps. J'ai fait un DEA de Sciences Po, etc. Et puis, la photo, en fait, je me suis retrouvé avec Richard Dumas, qui est un photographe rennais. Et c'est lui qui m'a fait abandonner la photo, quoi, parce que c'était tellement nul, hein, ce que je faisais à côté de ce qu'il faisait, que entre Chevillard et Dumas, j'ai laissé tomber aussi. Et du coup, je me suis retrouvé presque à la chanson pas par désespoir, mais en désespoir de cause, ouais. Et donc la musique, elle ne t'impressionnait pas? Tu n'étais pas Non. foudroyé par l'écoute d'un groupe où tu t'es dit je peux pas atteindre leur niveau, donc je peux pas faire de musique? Ça allait? Oui, parce que j'ai monté un groupe quand j'avais 13 ans, j'ai arrêté quand j'avais 18 ans, 19 ans, mais un groupe de rock, c'était de l'afterpunk. J'ai jamais été punk, j'ai toujours détesté le punk. Mais tout l'afterpunk, tous les groupes qui sortaient d'art school un peu... soit anglais, soit américaine, enfin des trucs comme Tuxedo Moon, Père Ubu, Gang of Four, Wire, etc. Et du coup, on avait ce groupe, on est passé au Transmusical, au 3e Transmusical de Rennes. Donc on avait un certain niveau, enfin on jouait plutôt bien. Mais j'ai tout abandonné. En 83, pour moi, le rock, c'était vraiment devenu de la merde. Parce que les groupes se commercialisaient, mais la marge n'existait plus. Et puis je ne me voyais pas me gagner ma vie dans... Je me sentais pas assez doué pour... Puis j'étais pas chanteur à l'époque, j'étais guitariste. Et c'est après, en fait, quand j'ai touché le fond, quand je travaillais à TF1 faire des bandes annonces, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'avais beaucoup de temps pour faire la bringue. Là, je me suis dit que ça pouvait plus continuer. Et puis ma compagne de l'époque s'appelait Agnès Berton. Elle est décédée l'été dernier. Et elle avait été rock critique à Londres pour le journal Rock Sound. Elle connaissait les groupes anglais et tout ça. Donc, et j'avais un bupiste. On avait monté un petit groupe sur Paris. C'était vraiment pas bien. Donc j'ai arrêté le groupe. Puis j'ai continué tout seul avec un bupiste. Et s'il n'y avait pas eu Agnès Berton, en fait, j'aurais complètement abandonné. C'est grâce à elle, en fait, que j'ai continué. Et Agnès Berton, quand on s'est rencontrés, elle était actrice au chômage. Moi, j'étais du coup au chômage aussi. Enfin, c'était vraiment on était dans une zone un peu incertaine. Mais Agnès est devenue, après, l'actrice fétiche de Joël Pomera, quoi, en fait, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'est assez étonnant comme les vies se croisent. Et en parlant de vie qui se croisent... Qu'est-ce que je parle, putain. À quel moment, justement, ta vie croise celle de Sophie Calle? Est-ce que ça commence par la découverte de son œuvre? C'est à partir du bouquin d'Hervé Guibert, À la nuit qui ne m'a pas sauvé la vie, en fait, où Sophie Calle apparaît sous le personnage d'Anna. Et en fait, c'est un ami qui m'a dit, tiens, Anna, c'est Sophie Calle, etc. Il me semble qu'il y avait aussi une présentation qui a été faite par Stéphane Escher vis-à-vis de Sophie Calle. Ah ouais, j'aurais jamais rencontré Sophie sans Stéphane, en fait. Et Stéphane, à l'époque, habitait avec Morte, c'est en Camargue, donc. Puis j'allais travailler avec Stéphane sur des textes, et puis Sophie était là. Puis la rencontre s'est faite avec Stéphane comme entremetteur, quoi, en fait. Mais ça reste toujours... Stéphane est toujours dans le paysage. Sophie, c'est à la fois une figure... d'amis, amicale, mais c'est aussi évidemment une artiste. Il y a eu des projets faits ensemble et je sais que tu as une accointance particulière, on va dire, avec la série de l'inachevé. Enfin, en tout cas là, le dernier livre que Sophie vient de sortir, Catalogue raisonné de l'inachevé. Est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Oui, parce qu'elle a utilisé une de mes chansons qui s'appelait Juste après qu'il l'ait plu.
dans le chapitre plaqué en août, en fait. Ouais, c'était pendant l'expo À toi de jouer ma mignonne, en fait, et au musée Picasso. Et j'étais pas au courant, en fait. C'est Sophie qui m'a emmené au 2e étage et qui m'a fait découvrir cette mouche qui est un plan séquence sur une mouche, sur un repas dans un restaurant en Camargue et qui tient le temps d'une chanson. Enfin, et c'est pareil, la capacité de Sophie à remarquer une mouche sur un menu et la suivre pendant 3 minutes, c'est quand même... Ouais, C'est voilà. aussi une série qu'on a montrée à la Galerie Perrotin. C'est vrai que l'exposition au musée Picasso de Sophie Calle était magistrale, était très complète, mais elle-même disait « Je pense que le public a manqué le 3e étage ». Et du coup, elle a organisé une séance de rattrapage à la Galerie Perrotin l'année dernière avec justement cette série des projets inachevés dont le livre vient de sortir. Et en effet, c'est vrai qu'il y avait aussi ce rapport à... Prenez soin de vous, à toute une généalogie de projets, souffrances éphémères, qui sont aussi des thématiques, j'imagine, dont vous avez pu parler, ou en tout cas des projets que vous avez pu évoquer ensemble. Oh non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe simplement, en fait. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans l'élaboration, dans la gamberge, quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, non, c'est Sophie qui emprunte et qui associe. J'y suis absolument pour rien. Enfin, je veux dire, parce que les paroles de la chanson, c'était « Je ne t'aime bien, mais je ne t'aime plus. Là, je te l'écris, t'en parler, je n'aurais pu. » ou quelque chose dans le genre. Et en fait, ça correspond à cet échange de textos de plaqué au mois d'août, en fait. Mais j'y suis pour rien du tout. Par contre, un projet dans lequel vous y êtes pour beaucoup, entre Sophie et toi, c'est le projet Sourical, qui est un album concept que Sophie a réalisé en collaboration avec plusieurs musiciens à l'occasion du décès de son chat Souris, pour lequel tu as composé un morceau. Oui, mais là, c'est pareil. Au départ, c'était Camille, la chanteuse, en fait, Laurie Anderson et Stéphane Escher, et puis moi, après. Et Sophie Calle étant Sophie Calle, comme dirait William Boyd, elle est internationale. Du coup, un petit projet qui devait être avec Alban La Simone, Florent Marchais, etc. À partir quelque chose d'une scène française et un peu suisse, ça déborde jusqu'à Pharrell Williams, jusqu'à Michael Stipe de Rem. Enfin, je veux dire, j'en passe et des meilleurs. Ça devient un projet complètement dingue, quoi, parce que ce sont les chanteurs, les artistes qui venaient lui demander de participer à ce disque. Donc c'est assez dingo, quoi. Parce qu'au départ, c'est un peu une blague. Hein. Enfin, c'est pas une blague du tout, mais c'est quelque chose un peu léger. Comment justement, pour rebondir sur le morceau, comment ça se passe, quoi? Sophie t'appelle, elle te dit moi j'aimerais bien que tu écrives un morceau autour de la mort de mon chat. Et comment, effectivement dit comme ça, ouais, ça fait un peu sourire. Et comment toi tu t'empares du projet? Comment tu écris le texte? Comment ça se met en branle le travail justement autour de ce morceau particulier? Oula, oui, c'est pas évident d'écrire sur un chat. Mort. Qui s'appelait Souris en plus. Oui, et puis qu'on n'a pas très bien connu. Non, mais oui, ça c'est une très bonne question. Est-ce que tu as connu Souris? Si, oui, j'ai connu. Ah, tu l'as connu? Mais pas intimement. Mais donc, comment te vient l'idée du morceau? Tu regardes des photos de Souris ou tu... Ah oui, est-ce que tu parles oui. avec Sophie de Souris? Ah non, c'est Sophie qui... Non, c'est pas un cahier des charges, mais presque. Enfin, elle envoie... Ah d'accord. Non, elle raconte vraiment Souris, qui était Souris. Enfin, je veux dire, c'est pas juste mon chat est mort, écrivez quelque chose. Non, c'est toujours très précis, en fait, avec Sophie. Enfin, même si rien n'est fait à la légère, même si c'est fait avec légèreté parfois. Mais non, du coup, il y avait vraiment... Sophie a pris la peine de raconter son chat, quoi, pour qu'on ne raconte pas trop de conneries non plus. Mais pourquoi tu décides de participer au projet? Comme tous les autres, parce que ça se refuse pas. Et c'est flatteur aussi quand on est chanteur d'être associé avec, si je suis là en ce moment, enfin voilà, c'est ça, quoi, en fait. C'est un peu le miracle Sophie, quoi, ça irradie. Et qu'est-ce qui te plaît justement chez Sophie Calle? Cette recherche perpétuelle, ce doute, elle est toujours en mouvement, quoi, en fait. Là, j'ai quelques anecdotes sur ce qui va se passer, quoi, dans le futur, mais non, c'est fabuleux, il n'y a jamais ce côté satisfait qui peut devenir très pénible chez les artistes. Tu parlais d'insatisfaction tout à l'heure. Elle est intranquille, Sophie Calle. Oui, ce qui est vraiment agréable, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement. Oui, voilà, c'est en vie. Sophie, elle a aussi plusieurs manières d'aborder sa pratique artistique. Enfin, tu le disais, au départ, elle était plutôt dans des cercles politiques,
littéraire. Elle a assumé finalement sa posture d'artiste, on va dire, relativement tardivement, enfin en tout cas pas si tôt. Et elle continue de faire des passages dans d'autres domaines. Elle a même écrit une chanson, je crois, pour un de tes albums. Donc là, c'est un peu l'effet inverse. Comment est-ce que cette rencontre s'est faite ? C'est encore la Camargue, en fait. J'ai connu Sophie par la Camargue, ce qui est beaucoup plus simple aussi quand on est un Brestois, de passer par le Quélard et les petits villages, surtout le Quélard. C'est-à-dire que rencontrer une artiste comme Sophie sur Paris, ça n'aurait pas été la même blague. Alors que là-bas, au Quélard, c'est une autre vie. Puis Sophie a vraiment une part d'elle qui est... Elle a passé toutes ses vacances d'été là-bas. Son père a monté le Carré d'Art à Nîmes. C'est vraiment... Il y a toute une part de sa vie qui est là-bas, qui est extrêmement provinciale. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le parisianisme, etc. Où j'ai un peu de mal. Et du coup, surtout au Quélard, les villageois, son filleul, tout ça. Je veux dire, en tant que Brestois, moi, avec ces gens qui sont des gardiens, qui sont des gens un peu... c'est un peu rude, quoi. Parce qu'on parle de taureaux, quoi. Les taureaux, c'est pas des petits chevaux, quoi. Et la semaine de la fête au mois d'août, quand il y a la fête votive, quand les taureaux sont lâchés, c'est waouh, c'est dingo, quoi, au Quélard. Et puis le Quélard, c'est une impasse en Camargue aussi. C'est un peu comme Brest, c'est les endroits qu'on traverse pas, c'est les endroits dans lesquels on bute, où on arrive. Donc les gens qui sont au Quélard, moi je me retrouve vraiment dans cette population, quoi. Dans ces gens-là. Puis il y a cette culture du bistrot aussi qui facilite les choses. Vous vous rencontrez dans un cadre quand même très amical, presque familial en fait, et qui vous rapproche. Donc il y a à la fois des rencontres plus informelles, mais il y a aussi donc des projets communs. Et donc elle en arrive à écrire un morceau pour cet album finalement. Répondez par oui ou par non pour l'album Ici-bas, ici même en 2014. Oui, mais là c'est pareil, c'est la Camargue encore. On l'a écrit à quatre mains et c'était au Quélard, quoi, en fait. Et puis c'était un peu comme un jeu d'été. La notion de jeu chez Sofical est essentielle, quoi. Et on a écrit cette chanson en s'amusant et en jouant, quoi, en fait. Donc l'humour, elle me rappelle régulièrement que les revenus que procure cette chanson à la SACEM, c'est de l'ordre de 5,94 € à chaque distribution, ou un peu plus ou un peu moins, mais parce que la musique est ratée, c'est ça qui est un peu dommage. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une grande dimension quand même facétieuse, quoi, malicieuse chez Sofical dans son travail. Je dirais pas qu'il n'y a pas de malice dans ta musique, mais en tout cas, il y a quand même plus une forme, on va dire, de tragédie un peu frontale. C'est une musique qui est quand même assez mélancolique. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je suis en train de raconter ? En tout cas, c'est vrai qu'on te voit moins du côté de la malice de Sofical. On te voit plus du côté d'une forme de mélancolie un peu brestoise et un peu bruineuse. Oui, mais quand on est chanteur, on est une caricature, en fait. On a beau se battre, on est une caricature ambulante. Donc, non, je pense qu'avec Sophie, la part de rigolade est essentielle. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la mélancolie toute la journée avec une bruine qui me tombe dessus, quoi, en fait. Et c'est ça qui est drôle avec la musique. Mais c'est vrai que, comme Sophie, qu'on a l'impression qu'il y a une forme d'impudeur dans son travail, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dévoile. Et alors qu'en fait, pas du tout. On ne connaît pas Sofical. Non, c'est pas parce qu'on dévoile des choses qu'on montre tout, et même ce que l'on cache, etc. Et est-ce que tu as le sentiment d'avoir appris quelque chose auprès de Sofical ? Tous les gens qui connaissent Sofical, oui, c'est quelqu'un d'extrêmement stimulant. Ne serait-ce que par son vocabulaire, ses phrases et tout. Je veux dire, c'est précis. On peut déconner, mais il faut que ça soit précis. Il y a justement un projet qu'on n'a pas encore abordé, un projet, je crois, inachevé ou plutôt en attente, pour reprendre tes mots, avec Sofical et le metteur en scène Pippo Del Bono, autour de Ouessant. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est encore la Camargue. C'est pratique, la Camargue. Ça me donne envie d'y aller en Camargue. Ah oui, non, c'est... Non, du coup, oui, je parlais à Sophie de la Bretagne, et puis dans le genre radical en Bretagne, c'est vraiment Ouessant qui est l'endroit vraiment le plus fort, de loin. Et comme c'est l'extrême ouest de Brest, et à l'extrême ouest de Ouessant, il y a le phare du Créage, donc c'est vraiment le dernier phare
qui domine tout Ouessant, qui est devant l'océan. Et il avait décidé de faire une résidence d'artiste dans ce phare qui était devenu inhabité. Et du coup, comme j'ai pas mal, les Ouessantins, voilà, c'est les copains et tout ça, j'ai réussi à avoir, normalement c'était une résidence d'artiste, patati patata, mais non, j'ai pu avoir les clés du phare sans passer par ça. Et du coup, avec Sophie Pipo del Bono, on a passé une semaine dans ce phare, parce que Sophie cherchait un endroit pour se faire enterrer, donc elle avait trouvé à Bolenas, elle avait déjà une parcelle, mais là, elle cherchait, elle se demandait. C'est un peu l'idée sur Ouessant, quoi, en fait. Et du coup, je peux vous faire écouter quelque chose. Tu restes là ? Oui, je reste. C'est pas la peine de le prendre comme ça, hein ? La question, c'est une autre. Et moi, je pense qu'on va manger trop tôt. Trop tôt. Moi, je... Oui, mais c'est pas la peine de t'énerver pour cette raison, quand même, hein ? Non, pour moi, je peux pas manger à 1 heure. Je peux pas. C'est vraiment trop désagréable. Mais je te dis une autre chose. Je préfère que tu me le dises pas. Demain vient les ministres. Oui. Et moi, je crois que c'est dommage qu'on n'en profite pas pour voir les ministres. Mais pourquoi t'es tellement intéressé dans les ministres ? Quel crétin tu fais ? Parce que peut-être, je sais pas, je peux avoir une histoire amoureuse avec le ministre. Parce que tu es jalouse, je sais pas. Alors, ça va ? Je rigole. Ok, on se voit manger. La porte qui claque, c'est la porte du phare, en fait. Et on s'amusait parce que les portes du phare claquaient de façon incroyable. Donc on avait l'impression qu'on était toujours fâchés les uns contre les autres. Parce que quoi qu'on dise, ça claquait. Et puis l'histoire drôle, c'est aussi... je crois que c'est toute la vie de Sophie qui tient un peu de ça. C'est-à-dire qu'on va à Ouessant faire du créage, voilà, c'est tout au bout. Et on apprend que le lendemain, Frédéric Mitterrand doit arriver, qui était ministre de la Culture à l'époque. Et du coup, tout le monde, le directeur de la DRAC, le préfet, le sous-préfet, les gendarmes sont venus au phare pour inspecter le phare avant que Frédéric Mitterrand arrive, quoi, en fait. Et on est parti le jour même où il arrivait, mais c'était drôle. Donc, il y a une autre vidéo. Vous lui parlerez à Frédéric de ma tombe ? Monsieur, vous lui parlerez de ma tombe ? C'est vrai ? Hein ? Sérieux ? Génial. Au revoir. Ah oui. Est-ce que du coup Sophie Calle a trouvé l'endroit de sa tombe ? Parce que c'était ça le projet. Oui, c'est le projet, c'est un projet en cours, en attente. Et vous l'avez trouvé l'endroit ? À Ouessant, non, ça ne sera pas à Ouessant. Ah d'accord. On ne mange pas assez bien. On ne mange pas assez bien ? Non, c'est Ouessant, c'est normal. D'accord, ok. Et j'ai d'ailleurs souvent l'habitude dans ce podcast de poser la question à mes invités par rapport à l'artiste dont ils ont choisi de parler. Si vous deviez faire découvrir le travail de cet artiste à quelqu'un, par quelle œuvre l'inviteriez-vous à découvrir, ou quelle est l'œuvre que vous recommanderiez à une personne ? Tu dois vraiment t'intéresser au travail de Sophie Calle, regarde cette série ou ce livre ou cette œuvre en particulier. Tu choisirais laquelle, Christophe ? Par facilité, je dirais Finir en beauté, si je peux lire le préambule. Peu avant l'inauguration de mon exposition, À toi de faire ma mignonne au musée Picasso à Paris, un orage a causé des dégâts dans ma réserve, et les spores de moisissure se sont infiltrés dans Les Aveugles, une des séries qui devait la constituer, pour un projet qui avait comme origine l'anniversaire de la mort de Picasso et se concluait en évoquant ma fin. Cette décomposition faisait sens. Les restaurateurs se sont prononcés afin d'éviter tout risque de contamination. Il était préférable de détruire les œuvres. J'ai dans l'urgence pris le parti de mettre en scène leur absence. Et elle a suivi le principe de Roland Topor qui avait enterré son chandail. Donc l'idée c'était d'enterrer cette série des aveugles. Donc là c'est dans le livre Finir en beauté. Et là, ces derniers mois, Sophie avait consulté tous les restaurateurs qu'elle connaissait, les restaurateurs des musées, pour voir comment on pouvait sauver la série des aveugles de la composition de la moisissure, quoi, en fait. Et tout le monde lui disait que c'était impossible, et que voilà. Et finalement, elle a fait un petit colloque à Beaubourg, et là, il y a quelqu'un qui l'a orienté vers le centre d'énergie atomique de Grenoble. Et là, il y a une structure qui s'appelle Ars Nuclea,
Et du coup, toute la série des aveugles et tout ce qui avait été contaminé par les champignons, en fait, a été irradié. Et à partir de cette irradiation, en fait, les œuvres sont sauvées, quoi, en fait. Mais les œuvres sont sauvées, mais déjà mangées par les champignons qui ont complètement transformé toutes les séries des aveugles. Et là, c'est pareil, on va dire c'est du Sophie, mais voilà, de quelque chose qui devait être enterré, se détruire, finir. Finalement, c'est sauvé. Donc les aveugles vont ressortir et les aveugles ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient. Enfin, c'est une magnifique. Info exclusive là, que tu nous donnes. La nouvelle série des aveugles de Sophie Calle. Avec l'autorisation de Sophie. Autrement, je ne serais pas permis. Un mot sur le collectif, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque part le fil conducteur de cette discussion et puis à la fois de ta présence aux Unrock Festival, puisque comme je le disais hier, tu jouais dans une création très collective. Là, on parle de tes collaborations multiples avec Sophie Calle, on mentionne Pippo Del Bono. Il y a quand même comme ça des croisements avec des artistes qui sont très importants dans ta vie. Est-ce que tu dirais ça, que le collectif est quand même un peu au cœur de quelque part de ton projet artistique ? C'est là où tu puises une forme d'énergie ou une forme d'inspiration ou... De toute façon, la musique, c'est collectif. Enfin... Ça peut être très solitaire. C'est solitaire, c'est extrêmement solitaire. C'est pour ça que j'aime bien ce métier, parce que être en collectif en permanence, pour moi, c'est au secours. Enfin, je veux dire... Mais la tournée permet d'avoir une vie collective, mais autrement, ça permet justement d'avoir une vie inverse. Et moi, franchement, la solitude, ça me fait vraiment pas peur du tout. Et j'en raffole. Et de balancer entre les deux, oui, c'est ça qui est chouette. Et tu aimes tu as ce besoin de rencontrer d'autres artistes. Est-ce que tu parlerais de besoin ? Oh non, je laisse faire les choses, en fait. J'ai jamais été à la recherche. Enfin, même c'est pareil, quand j'ai été parolier pour certains artistes, j'ai jamais fait la demande. Enfin, c'est pas le genre de la maison. Tu laisses un peu le hasard te guider. Les choses se faire, quoi, en fait. Non, c'est beaucoup plus drôle comme ça. Je pensais aussi notamment à une incursion quand même que tu as fait au cinéma. Enfin, tu en as fait plusieurs. Celle, moi, qui m'a vraiment marquée, c'était ta présence dans Les Salauds de Claire Denis. Est-ce que tu peux nous dire un mot justement de cette rencontre avec une autre artiste qui est Claire Denis et pourquoi tu acceptes d'être dans son film ? J'ai accepté de jouer dans Les Salauds parce que j'avais 4 phrases à dire. Parce qu'autrement, elle voulait que je tienne le premier rôle dans un de ses films. Et pour moi, c'était juste impossible. Faire l'acteur et sortir 4 phrases et que ça dure une journée, oui, très bien, mais avoir le poids d'un film sur les épaules, et puis même jouer au cinéma, c'est pas quelque chose que j'arrive pas. Je suis pas bon du tout. Quand il y a la caméra, quand il y a tous les techniciens, tout ça, j'y crois pas une seconde. Enfin, quand t'es sur scène à devoir chanter, ouais, t'es dans l'instant, ça rigole pas. Alors qu'au cinéma, j'ai l'impression que c'est... Ouais, non, c'est... Non, je suis vraiment un très très mauvais acteur. Quel souvenir gardes-tu quand même de cette journée du coup de tournage ? Est-ce que tu dirais que ça a déposé quelque chose de particulier en toi ou... Je donnais la réplique à Vincent Lindon et ma compagne était une ancienne actrice pornographique. Et non, de voir Vincent Lindon à l'œuvre, ça vous donne pas envie d'être acteur. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a beaucoup de douleur. Parce que c'est quelqu'un de... Ouais, voilà, c'est un très grand acteur. Enfin, je veux dire, le peu que je connais, oui, c'est un bon acteur, mais non, Non, puis l'acteur dépend du désir du réalisateur, tout ça, ça me plaît pas du tout. Enfin, si je me suis mis à la musique, c'est pour quitter le monde du travail traditionnel, c'est pas pour me retrouver sous la coupe d'un réalisateur. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Carole. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir cette discussion avec vous. Merci à vous. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion avec Miossec sur Sophie Calle, enregistrée en public au 104 Paris à l'occasion du Festival des Unrock. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux @Perrotin pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. À très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art.